Honnêtement, je crois que le truc le plus chiant dans la vie d'un youtubeur, c'est de devoir refilmer ses vidéos. Vraiment, genre, je recommande pas l'expérience. Et salut les petits copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture que j'avais déjà filmé. En fait, je reviens de vacances et avant de partir en vacances, je me suis dit bon ben, je prépare ma vidéo, comme ça quand je rentre, j'aurai plus qu'à la monter, tout ça. Que nenni, j'aime pas du tout ce que j'ai filmé, donc je me suis dit ben, au lieu de passer du temps sur un montage que je n'apprécie pas, bah autant tout refilmer en fait. Alors concrètement, je me suis rendu compte il y a un petit moment que ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait d'update lecture. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé de mes dernières lectures, puisque ces derniers temps j'ai fait pas mal de vlogs, de book haul, de vidéos un peu thématiques, sans vous avoir fait un petit update de ce que j'ai lu dernièrement. Et croyez-moi, depuis 2-3 mois là, j'ai lu pas mal de choses et j'avais envie de vous en parler, sauf que j'ai lu pas mal de choses et en une vidéo ça va être affreusement lourd de vous parler de tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de vidéos, enfin j'espère que j'aurai le temps, mais en tout cas j'ai envie de faire plein de vidéos en ce moment et voilà, de vous parler de tout ce que j'ai lu dernièrement et c'est super cool de me dire que voilà, j'ai plein de livres à vous montrer. Et pour aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de 4 livres. Il y a un peu de tout, hein. Il y a de la BD, il y a un livre de fantasy historique et il y a 2 livres qui sont un peu différents de ce que je lis d'habitude, mais que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'une thématique un petit peu se dessinait autour de ces 4 livres, puisque ces 4 livres mettent en avant des femmes fortes, et aussi il y a un certain rapport à la mort qui se dessine dans ces 4 livres, donc voilà, je trouvais que les 4 marchaient bien ensemble, c'est une bonne thématique. Donc je vais vous montrer tout ça. Et on va commencer tout de suite avec un livre de fantasy historique dont vous avez déjà dû entendre pas mal parler puisqu'on en parle pas mal sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Imhilst de Emmanuelle Chastelière. C'est sorti le 9 juin, c'est tout récent, aux éditions Argile. Et j'ai reçu ce livre il y a quelques mois déjà, je crois que je l'ai reçu début mai et je ne vous en parle que maintenant. Vraiment, je suis en retard. Désolé Argile et désolé Emmanuelle Chastelière. J'ai donc reçu ce livre en service presse puisque voilà, je m'entends plutôt bien avec Emmanuelle Chastelière. J'avais adoré lire Célestopol et j'avais très envie de lire son nouveau roman. Comme je vous le disais, ici on est dans un livre de fantasy historique qui est plus historique que fantasy d'ailleurs, je pense. Il y a quelques éléments un peu magiques, un peu fantastiques, mais on est vraiment dans un contexte très historique où on va plonger en plein dans la Méditerranée en 218 avant Jésus-Christ dans la cité de Carthage. En gros, pour vous faire un dessin, on va suivre le personnage de Imhilst qui va être un petit peu arraché à sa terre natale par Hannibal Barca, qui est donc un grand commandant de guerre, mais surtout le souverain de la cité de Carthage, qui va prendre Imhilst comme épouse, donc c'est un mariage arrangé, c'est un mariage diplomatique, et Imhilst va être emportée loin de chez elle, dans la cité de Carthage qu'elle ne connaît pas. Elle va se retrouver confrontée à une cité qu'elle ne connaît pas, à une culture qu'elle ne connaît pas, à des us et coutumes qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas, et surtout à des intrigues de cour pour lesquelles elle n'est absolument pas prête. Une fois le mariage fait et Imhilst rapporté dans la cité de Carthage, eh bien son mari, Hannibal Barca, va lui partir en guerre, laissant Imhilst seul. Heureusement, Imhilst a développé un sentiment, je dirais, presque amoureux pour Hannibal, puisque globalement, ça a l'air d'être un homme bon. Sauf que voilà, il part à la guerre contre Rome, contre l'Empire romain, en plein dans la Méditerranée, et elle se retrouve donc seule, ou presque, à devoir gérer la cité de Carthage. Et si je vous dis seule ou presque, c'est parce que la famille de Hannibal Barca règne toujours sur la cité, et Imhilst va un peu devenir leur pupille, leur reine en herbe, puisque elle va être guidée par sa belle-sœur ainsi que par sa belle-mère, qui sont des figures, au départ, très détestables, et surtout la belle-mère. Mais c'est justement un point que j'ai beaucoup aimé dans Imhilst, c'est que les personnages sont tout en nuances, tous les personnages sont très humains, on a vraiment du mal à voir se dessiner des profils vraiment méchants, vraiment gentils, c'est plutôt des personnages très humains qui pensent à eux, qui pensent à leur survie, et voilà, plus qu'une lutte entre le bien et le mal, on assiste plutôt à une lutte entre ce qui semble être juste pour chacun des personnages. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé le personnage de Imhilst, qui est tout en nuances, qui est vraiment très humaine, elle fait des choix parfois
regrettable, des choix qu'on ne voit pas souvent être faits de la part d'une héroïne de roman, mais justement c'est ce qui l'a rendue, je trouve, très attachante. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage et la manière dont elle évolue, dont elle se transforme, et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait que Emmanuelle Chastelière profite de son récit pour nous parler d'autres concepts comme celui de la maternité, puisqu'on attend de Emils qu'elle donne naissance à un héritier, et elle a pas forcément envie d'être mère, et voilà, je veux rien vous spoiler de l'intrigue, mais il y a pas mal de réflexions qui sont faites autour du corps, autour de ce que c'est que d'être une femme, que ce soit une femme du peuple ou que ce soit une femme régnante, et vraiment j'ai trouvé que c'était très réussi. Là où j'ai eu un avis peut-être un peu plus mitigé, c'est sur le grand fil rouge de l'histoire qui met un petit peu de temps, je trouve, à se dessiner. La première moitié du livre est vraiment consacrée à l'évolution de Emils et à la place qu'elle va prendre petit à petit dans la cité de Carthage, et la deuxième partie du roman est beaucoup plus centrée sur les intrigues politiques et on va dire l'action. Et voilà, pendant une petite partie du récit, je me suis senti un petit peu en retrait, pas assez engagé. Heureusement, j'ai beaucoup aimé toute la seconde partie, et j'ai aussi beaucoup aimé la fin du roman. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec Emmanuelle Chastelière après avoir fini le livre, et tout ce que je peux vous dire, c'est restez aux aguets, parce qu'il y a 2-3 petites infos qui sont un petit peu cachées, que j'avais pas forcément relevées, et en discutant avec Emmanuel, je me suis dit « Attends, mais est-ce que ça veut dire que... » Je n'en dis pas plus, mais la fin est plutôt bien ficelée. Et on continue cette vidéo avec un gros coup de cœur, je vous l'avoue, j'ai adoré cette BD. Il s'agit de Toutes les morts de Laila Starr. C'est de Ram V et de Felipe Andrade. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était juste, qu'est-ce que c'était prenant. Dans Toutes les morts de Laila Starr, on va suivre le personnage de la mort, avec un grand M majuscule. Le tout dans un univers très indien, puisque le livre se passe en Inde, et on y retrouve quelques figures, quelques divinités un petit peu de la mythologie indienne qui sont mélangées avec une espèce de mythologie mondiale globale, puisqu'on a la figure de Dieu, la figure de la mort, vous voyez un petit peu le délire. Et donc dans ce livre, on va suivre le personnage de la mort qui va se retrouver au chômage, puisque au début du livre, la mort est convoquée dans le bureau de Dieu, et Dieu lui dit « Écoute, on arrive à une certaine époque, alors on ne sait pas trop dans quelle année se passe ce livre, mais ça pourrait vraiment se passer de nos jours. » Et Dieu dit à la mort, cette année va naître l'enfant qui va créer l'immortalité. Donc ça veut dire que bientôt on n'aura plus besoin de toi, donc je vais te mettre à la porte maintenant. En gros, pour les prochaines années, ce sont les autres gens de ton service, genre les stagiaires machin, qui vont gérer les prochaines morts. Mais toi, je te congédie. Et pour te remercier de tes bons et loyaux services depuis la création de l'univers, je t'offre une vie mortelle. Donc voilà, tu vas aller sur Terre, tu vas prendre possession du corps de quelqu'un, tu vas vivre sa vie, à la fin tu mourras comme tout le monde, et puis bientôt les gens deviendront immortels. Vous imaginez bien que la mort ne va pas trop digérer le fait d'être congédiée ainsi de sa place, et elle va se retrouver donc propulsée dans notre monde, en Inde, dans le corps d'une jeune femme qui vient juste de mourir, et qui s'appelle donc Laila Starr. À partir de là, Laila Starr / la mort va mettre au point un genre de stratégie, histoire de reprendre sa place, de retrouver son boulot dans le bureau de Dieu. Elle va vouloir assassiner ce bébé, ce jeune bambin, cet enfant qui inventera un jour l'immortalité. Elle se dit, si je le tue tout de suite, et basta, on sera tranquille avec ça, et Dieu n'aura plus d'autre choix que de me réengager. Et dit comme ça, on a l'impression que c'est un livre totalement loufoque, un petit peu drôle, un peu stupide. Et c'est ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé le livre. Je me suis dit, ah mais lol, c'est trop drôle. Et rapidement, j'ai déchanté, mais dans le bon sens du terme. Puisque Toutes les morts de Laila Starr, ça parle bien évidemment de la mort, de la dureté et du fait que la vie soit si courte, mais aussi de la trace qu'on laisse quand on meurt. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit pour laisser quelque chose derrière nous? Est-ce que les souvenirs qu'on laisse quand on n'est plus là font qu'on vit toujours ou pas? C'est vraiment une BD qui aborde plein de thèmes très forts, très profonds, qui m'ont énormément touché. Et c'est fait avec une justesse vraiment assez folle, puisque dans cette BD, tout est beau, tout est dingue, que ce soit le dessin,
la mise en scène, les couleurs, vraiment c'est incroyable. J'ai trouvé que c'était un régal pour les yeux, c'est magnifique et je me suis émerveillé de chaque planche. Mais au-delà du dessin et du storyboard, littérairement, le texte est juste magnifique. J'ai adoré les dialogues, j'ai adoré la manière dont on parle de la mort, dont on parle de ces sujets importants, graves, qui nous touchent tous. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sublime. Je me suis retrouvé à prendre des photos avec mon téléphone de certaines bulles, de certaines pages, non pas parce que je voulais garder des photos, des dessins, mais juste parce que il y a des textes, il y a des dialogues où je me suis dit putain mais je ne veux pas oublier ces phrases, j'ai envie de les écrire dans un carnet, j'ai envie qu'elles m'accompagnent. Vraiment c'est une BD qui m'a touché, qui m'a bouleversé. J'ai pleuré plusieurs fois en la lisant, je pense que j'ai pleuré dès le milieu, j'ai repleuré à la fin et voilà, j'ai trouvé que c'était magnifique. Très touchant, c'est une BD que je vous conseille à 2000%. Et même si c'est une BD touchante qui m'a un peu pris à cœur et pris aux tripes, c'est pas une BD triste. Et quand vous l'aurez fini, bah, vous serez pas en mode deep depth, j'ai envie de mourir, j'ai plus envie de lire, je suis au bout de ma vie. Pas du tout. Quand je l'ai fini, j'étais apaisé, j'étais bien, j'étais heureux. Et vraiment, j'ai eu cette sensation de je viens de lire un truc important qui m'a marqué et que je vais garder avec moi et que j'ai envie de partager. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille 1000 fois, Plonger dans toutes les morts de Layla Starr. Pour moi, c'est un petit bijou, c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré. Et j'ai envie de le relire là. On va continuer avec un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps. Je pense que je l'ai lu il y a environ 3 semaines, peu après sa sortie. J'ai lu Atteindre l'aube de Digli, édité aux éditions La Ville Brûle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a 2 ans maintenant, j'avais lu Ressac, toujours de Digli, toujours chez La Ville Brûle. Je l'avais lu au mois de mai, je m'en souviens très bien parce que je l'avais lu un peu avant mon anniversaire, avant mes 30 ans. Et c'est un livre qui m'avait bouleversé, qui m'avait beaucoup touché, où Digli voilà, partait pendant une semaine dans un ancien couvent en Bretagne, au bord de la mer, pour un genre de retraite spirituelle, pour se retrouver elle-même, et elle abordait plein de thèmes voilà, très touchants, très importants, et ça m'avait beaucoup parlé, ça m'avait beaucoup plu. Il y avait une dimension très spirituelle. Et donc Digli revient 2 ans plus tard avec Atteindre l'aube, qui m'a tout autant touché, si ce n'est même plus. Vraiment, ça m'a transpercé le cœur. Et au début de ce livre, Digli s'adresse à Georgie. Georgie, qui est sa grand-tante, voilà, qui est décédée il y a quelques années. Et elle commence ce livre en lui écrivant une véritable lettre d'amour posthume pour lui expliquer à quel point sa présence a marqué sa vie. Georgie, c'était une femme très fantasque, qui portait des perruques, qui s'habillait de manière très extravagante, qui avait développé, créé son propre personnage tout au long de sa vie, qui était très mystérieuse et voilà, nimbée d'une aura un peu de mystère, d'une aura un peu mystique. Et quand on lit ce livre, on comprend un petit peu mieux d'où vient tout cet attrait pour Digli, bah voilà, pour le mysticisme, pour la magie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé tout ce début. Et en fait, le livre, au plus on avance, au plus il devient profond. Et Digli finit par mettre en parallèle eh bien, la vie de sa grand-tante, puisque vu que c'était une personne très mystérieuse et comme je vous le disais, nimbée de mystère, elle va un peu mener l'enquête sur son passé et découvrir des choses sur sa grand-tante, mais aussi sur elle-même et sur sa propre famille. Et en parallèle à toute cette enquête, à toutes ces révélations, à toutes ces découvertes qu'elle va faire sur sa famille, elle va s'interroger sur son rapport aux hommes, sur son rapport au père, sur son rapport aux amants, bref, à tout son rapport à la masculinité et à quel point ça a influé sa vie et qui elle est. Et j'ai trouvé que c'était à la fois une lettre, un roman de recherche et un essai féministe sur le rapport aux hommes. J'ai trouvé que c'était très complet, que c'était très touchant, ça m'a... Il y a des moments qui m'ont dévasté, j'ai encore une fois beaucoup pleuré, mais j'ai trouvé que c'était magnifiquement écrit. Je vous le conseille 1000 fois. Si vous n'avez pas lu Ressac, je vous conseille de le lire peut-être avant, parce que je trouve que les livres se répondent un petit peu de la plus belle des manières. Et voilà, c'était le 2e roman adulte de Digli, puisqu'elle a écrit de la bande dessinée et aussi des livres jeunesse.
mais voilà, je trouve qu'à chaque nouvelle sortie, Digli frappe plus haut, frappe plus fort, et j'ai vraiment hâte de lire son prochain ouvrage, qui je pense, vraiment je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va très certainement me marquer autant que les deux autres. Et voilà, j'ai même rencontré Digli pour une de ses dédicaces à Lille, et encore une fois, c'était une très belle rencontre. C'est vraiment une personne que j'admire, qui m'inspire, et je vous conseille 1000 fois d'aller la lire. Et on va terminer cette update lecture avec un livre que j'ai reçu en service presse et qui n'est pas encore sorti, puisqu'il sortira pour la rentrée littéraire. Je crois qu'il sortira courant août, fin août. Je vous mettrai la date juste là, ici. Et il s'agit de Psychopompe de Amélie Nothomb, qui sera donc publié chez Albin Michel, comme d'habitude. Vous le savez, presque tous les ans, je lis le nouveau Nothomb. C'est une autrice voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai découverte quand j'étais ado, et j'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu une bonne partie. Et écoutez, à l'heure où je filme cette vidéo, eh bien, je viens de le terminer, puisque je l'ai lu ce matin en me levant. Et comme d'habitude, j'ai commencé ce livre vraiment en ne m'attendant à rien, puisque chaque livre de Amélie Nothomb est toujours entouré de mystères, puisque sur la 4e de couverture, on a toujours un extrait, une phrase, mais qui ne nous dit souvent rien du tout sur le contenu du livre. Et souvent, quand on termine le livre et qu'on relit la 4e de couverture, on se rend compte que tout est dit. Et cette année, on nous dit écrire, c'est voler. Et c'est tout. Et sur le coup, vraiment, je me suis dit, bon bah super, une fois de plus, rien n'est dit. Et vraiment, depuis que je l'ai terminé, je me dis, mais tout est dit. Dans Psychopompe, Amélie Nothomb va commencer par introduire son texte par un mythe japonais qu'elle raconte en moins d'une dizaine de pages, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup plu, cette plongée dans le Japon. Je me suis dit, ah, on va retrouver le Japon de Amélie Nothomb comme je l'aime. Et au final, assez rapidement, elle passe à autre chose. Et en fait, ce livre, en premier lieu, nous raconte la fascination de Amélie Nothomb pour les oiseaux. Elle adore les oiseaux depuis qu'elle est petite, c'est un truc qui l'obsède, qui la fascine. Les oiseaux, le fait de voler, le plumage, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui l'obsède. Et dans Psychopompe, elle va nous raconter un petit peu cette passion pour les oiseaux, et en même temps, elle va revenir sur toute son enfance. Donc le livre commence quand elle a 5 ans et qu'elle vit au Japon, et que ses parents vont devoir déménager parce que son père est sénateur, je crois. Pendant toute son enfance, elle va vivre dans plein de pays assez pauvres, très différents, et on va suivre toute cette enfance qui est ponctuée par des déménagements, des nouvelles cultures, et à chaque fois des rencontres avec des nouvelles races d'oiseaux. Et pour tout vous dire, toute cette partie ne m'a pas tant passionné que ça. Ça dure plus d'un tiers du livre, je dirais bien la moitié. Et je ne savais pas où est-ce qu'elle nous emmenait. Vraiment, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'intrigue comme dans d'autres de ses romans. Elle revient sur son passé, elle se met elle-même en scène, et elle nous raconte des bribes, des souvenirs, des petits clins d'œil comme ça sur son enfance et sur son rapport aux oiseaux. Et vraiment, pendant toute une moitié du livre, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va ? Je ne comprends pas la portée du livre. Et puis vient la deuxième moitié du livre, où elle va nous parler du premier livre qu'elle a publié chez Albin Michel. Et à partir de là, elle va mettre un petit peu en parallèle les oiseaux et l'écriture. J'ai pas envie de vous en dire plus pour vous laisser découvrir par vous-même tout le rapport qu'il y a pour elle entre les oiseaux et le fait d'écrire, mais j'ai trouvé que ça s'imbriquait magnifiquement bien, et c'est vraiment très agréable quand on termine le livre de se dire « je sais et j'ai compris pourquoi Amélie Nothomb écrit ». Et rien que ça, je trouve ça assez fou, voilà, qu'une autrice arrive à nous dire « voilà pourquoi j'écris des romans ». Je trouve ça hyper beau, hyper fort, c'est une belle révélation, c'est un peu un coup de poing après, je pense, presque une trentaine de romans parus. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc même si la première moitié m'a semblé un peu longuette, j'ai adoré toute la deuxième partie du livre. Elle nous parle donc de l'écriture, des oiseaux, mais elle nous parle aussi de la mort de son père, elle nous parle des défunts, de notre rapport à la mort, et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. L'an passé, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher, et il y a des choses qu'elle dit dans ce livre qui ont beaucoup résonné en moi et dans la manière que j'ai de vivre un peu cette absence et ce manque. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé.
Et je pense que ça peut faire écho à tout le monde, parce qu'on a tous vécu des pertes. Je pense par exemple à Maureen, qui nous a quittés il y a 1 mois et demi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont Amélie Nothomb nous parle de son rapport aux morts. Et c'était très touchant, c'était même bouleversant, je trouve. Et c'est un livre très complet, que je vous recommande. Donc voilà, ça sort pour la rentrée littéraire. Je vous invite à aller le découvrir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné peut-être envie de découvrir certains de ces titres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah écoutez, là-dessus, moi je vais vous laisser. Je vais aller m'attaquer au montage. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.